Bien, alors bonjour à tous. Nous allons donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à la présentation de la linguistique guillaumienne qui nous sera utile pour examiner une source importante en France, en tout cas, de la problématique analogique. Donc, nous avions commencé à tout au moins poser le problème des radicaux du verbe aller, de la répartition des radicaux du verbe aller, et l'exposé que je vais faire aujourd'hui est largement inspiré d'un livre que j'ai publié il y a une dizaine d'années sur le sens du signifiant. Donc, ce que nous avions vu, c'est que les radicaux du verbe aller se répartissent de la façon suivante. Vous avez trois radicaux, al, v et ir. Al qui sert à au participe présent, participe passé et infinitif, c'est-à-dire aux modes quasi-nominaux, au subjonctif, aux personnes 4 et 5 de l'indicatif présent, à l'impératif allons aller, à l'imparfait au passé simple. Et puis les autres radicaux se répartissent pour le radical V au présent de l'indicatif, sauf personnes 4 et 5, puisque nous allons, vous allez. Donc je vais, tu vas, il va, ils vont. Et le radical I pour le futur et le conditionnel. Alors, la question de Guillaume, je le rappelle, c'est est-ce que cette répartition a une raison? Est-ce qu'elle peut être expliquée? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas j'allerai, tu alleras, il allera, etc. par exemple, remarquez que le simple fait de poser la question est déjà une certaine façon de faire de la linguistique, et c'est ça, à vrai dire, qui m'intéresse dans cet exemple de la linguistique guillaumienne. Alors, nous avions, pour être en mesure de bien comprendre l'argumentation de Guillaume, parcouru rapidement quelques concepts élémentaires de la psychomécanique du langage. Donc, le temps opératif, la transition langue-discours, la distinction signifiée de puissance et signifiée d'effet, et puis cette idée du tenseur binaire. Alors, on avait vu ensuite différents systèmes, qui sont en fait, pour Gustave Guillaume, les unités, les entités qui appartiennent au plan de la langue. Qu'est-ce que contient la langue ou une langue pour Gustave Guillaume? Une langue, c'est un système. C'est plus précisément d'ailleurs un système de systèmes. Un système intégrant de systèmes intégrés. Et parmi les systèmes intégrés dans une langue, et en particulier en français, il y a le système du mot, dont nous avions vu qu'il se qu'il se schématise à partir de ce fameux schéma du tenseur binaire, qui associe deux tensions, une tension particularisante qui va de l'universel au singulier et une tension généralisante du singulier à l'universel. Dans le cas du système du mot, ces deux tensions correspondent à deux moments, en quelque sorte, de la construction du mot. J'utilise volontairement, j'insiste volontairement sur ce mot de construction parce que la linguistique guillaumienne est perçue très nettement comme une linguistique constructiviste dans un sens un petit peu particulier, mais enfin c'est lié à l'idée que ce type de constructivisme est lié à l'idée que les mots ne sont pas, disons, enregistrés tels quels dans notre mémoire, mais ce que notre mémoire retient, ce que notre mémoire contient, ce sont des procédés de construction des mots, des procédures, des processus de construction des mots. Donc, le système du mot ici est analysé comme étant constitué de deux moments. Un moment d'idéogénèse, qui est la fabrication du concept à partir d'une extension maximale jusqu'à une extension particulière, qui est l'extension d'un concept particulier. Et ensuite une généralisation qui correspond au fond à la grammaticalisation du concept, c'est-à-dire au fait que ce concept devient un mot de la langue, puisqu'un concept c'est pas un mot, c'est pas une unité de langue, c'est une unité de pensée. Une unité de langue, elle contient non seulement un contenu conceptuel, mais aussi un contenu grammatical qui est rapporté ici à l'opération dite de morphogénèse.
Deuxième système que nous avions examiné, où vous reconnaissez bien sûr toujours ce même tenseur binaire, le système de l'article, pour lequel nous avions vu que la tension particularisante et universalisante. Ensuite, cette double tension correspond ici, au fond, à l'opposition des deux articles fondamentaux du français, l'article indéfini 1 et l'article défini le. C'est un peu ce tenseur est le point de base du système de l'article. Il y a bien sûr d'autres articles qui n'apparaissent pas sur ce schéma, l'article partitif, les articles pluriels, etc., qui mettent en jeu des opérations plus complexes, mais le système de base de l'article, c'est celui-ci. Le signifié de puissance, puisque nous avions examiné la différence entre le signifié de puissance en langue et le signifié d'effet en discours, le signifié de puissance de l'article indéfini 1, c'est un mouvement de pensée qui va vers le particulier. À l'opposé, le signifié de puissance de l'article défini le est un mouvement de généralisation qui va du particulier à l'universel. Ces deux tensions s'interprètent, au fond, dans le passage, dans la transition langue-discours de la façon suivante, une interprétation précoce sur le mouvement de particularisation correspondant à l'article indéfini 1, correspond donc à une saisie proche du général, de l'universel, donc à la valeur générique de l'article 1. Une saisie tardive sur ce mouvement de particularisation, puisqu'elle est proche du particulier, correspond à une saisie particularisante ou spécifique de l'article 1. Donc, par exemple, un enfant doit respecter ses parents correspond à cette saisie 1, ici, où un enfant renvoie à l'idée d'un enfant en général, donc on est proche de la généralité. Mais si je dis un enfant entra dans la chambre et fit je ne sais quoi, eh bien, cette seconde tension correspond ici à une saisie particularisante, donc à un emploi spécifique de l'article. De même, pour l'article défini le, qui correspond à une tension généralisante, une saisie précoce sur ce mouvement de généralisation est une saisie qui est proche du particulier, donc cela correspond à l'article, à l'emploi, disons, spécifique de l'article défini, comme dans l'homme entra et s'assit au coin du feu, et une saisie plus tardive correspond donc à un moment où le signifié de puissance de l'article est proche du général ou de l'universel, donc on a ici, en saisie 4, une valeur en discours qui va être générique de l'article défini, comme dans l'homme est mortel, par exemple. Bon. J'ai aussi expliqué lors de la dernière séance du séminaire qu'il y avait bien des raisons pour lesquelles l'article indéfini 1 doit être compris comme une tension du général au particulier et non pas du particulier au général, et inversement pour l'article le, que l'article le se justifie bien comme une tension du particulier vers l'universel et non l'inverse. Cette antécédence notionnelle ou logique, si vous voulez, de l'article 1 se justifie par deux raisons. L'antécédence elle-même se justifie par la différence de fonctionnement de 1 et de le à l'égard de l'anaphore, puisque le a des potentialités anaphoriques que 1 n'a pas. Le peut permettre de rappeler dans le discours un nom qui a été introduit précédemment par l'article indéfini 1. Un enfant, fit cela, etc. Un peu de texte, l'enfant. Vous remarquerez d'ailleurs, mais c'est un point qui a été parfois remarqué, mais qui n'a pas été étudié précisément, que lorsqu'on a une reprise d'un nom n par le n, un nom n qui a été introduit précédemment par l'article indéfini 1n, eh bien, il faut une certaine distance textuelle entre les deux pour que ça fonctionne. Sinon, l'effet produit est un peu étrange. Donc là, il y a une contrainte aussi qu'on pourra expliquer, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer ici. Donc, le fait que le puisse reprendre quelque chose qui a été introduit par 1 précédemment
est un argument utilisé par les défenseurs de ce modèle théorique pour dire que, effectivement, 1 doit être placé avant le. Maintenant, pourquoi 1 correspond à une tension de l'universel vers le particulier et pas l'inverse? Eh bien, parce que la généricité obtenue par l'article indéfini 1 est très différente de la généricité obtenue par l'article défini le. La généricité obtenue par l'article indéfini 1, je l'avais expliqué, est toujours orientée vers le particulier. C'est-à-dire que j'avais donné l'exemple, si vous réprimandez un enfant lui disant un enfant sage ne fait pas ceci, eh bien, vous formulez une généralité qui vise un cas particulier, cet enfant-là. Et dans cette situation, il serait impossible ou très peu probable de dire à un enfant qui est en face de soi, pour généraliser à partir de son cas particulier, l'enfant sage ne fait pas ceci. Pourquoi? Eh bien parce que la généricité, la généralité obtenue avec l'article défini est complètement coupée du particulier. Elle est orientée vers toute autre chose, elle est une généricité beaucoup plus massive et elle ne vise pas le particulier comme dans le cas de l'article indéfini 1. Alors, pour achever, donc, je m'étais arrêté là, sauf erreur, la dernière fois, et pour achever cette présentation, un dernier point qui est le plus important, en fait, toutes les explications que j'ai données précédemment visent à vous aider à comprendre cette notion de chronogénèse, qui est donc la genèse ou le processus de construction, si vous voulez, de l'image du temps. Alors, cette chronogénèse, elle est fondée sur un principe simple, hein, c'est que un principe vraiment élémentaire qui est considéré par Guillaume et par les guillaumiens comme une sorte d'universel de la pensée humaine, quasiment. Hein. C'est que tout processus, quel qu'il soit, a un point initial, une zone médiane et va vers une fin. Bon. Vous allez me dire, c'est vraiment, ça ne nous apprend pas grand-chose. C'est vrai, mais parce que c'est tellement évident qu'on a l'impression que ça ne mérite même pas d'être dit. Mais tout de même, ça n'est pas forcément absurde de le faire remarquer. Bon, on pourrait gloser là-dessus, mais je vais directement à l'exploitation de cette idée. Donc, ce que vise à symboliser, si vous voulez, ce petit schéma qui décrit donc ce qu'est un processus, au fond. Ce qu'est un processus, c'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Voilà. Ben, on pourrait dire ça d'une histoire, d'un récit, de n'importe quoi. Mais ça veut dire que toutes ces choses sont des processus. Bien. Or, ce que dit la théorie de la chronogénèse, c'est que le temps, l'image du temps, le fait qu'il y ait du temps, des époques, c'est-à-dire qu'il y ait du passé, du présent, du futur, c'est cela qu'on appelle le temps des époques. Le fait qu'une action, un procès, un événement puisse être dit appartenir à l'époque passée, à l'époque présente ou à l'époque future, eh bien, cette distinction de trois époques est le résultat d'un processus. Ça n'est pas quelque chose qui est immédiatement acquis, c'est le résultat d'un processus. Alors, quel processus? Eh bien, c'est le processus de la chronogénèse, dans lequel, en français, alors là, on a des différences assez grandes selon les langues. Dans les langues germaniques, on n'a pas le même système. Dans toutes sortes de langues, ça varie. Là, je vous donne le cas pour le français. On a donc un processus ici de chronogénèse, donc de genèse du temps, si vous voulez, littéralement. Hein. Mais quand on dit genèse du temps, cela signifie précisément ce que je viens de dire, c'est-à-dire genèse du temps des époques. Le temps des époques, la discrimination passé, présent, futur, est le résultat d'un processus de construction du temps. Cette chronogénèse, de la même manière que dans le cas de l'article, vous voyez, où on avait un processus qui est interrompu, à différents moments, et donc qui livre des états de signification qui sont différemment aboutis. Hein.
Eh bien, on a le même processus pour la chronogénèse, c'est-à-dire que ce processus de genèse de l'image du temps, ou du temps des époques, il a, en français, 3 moments cruciaux. Il y a une chronogénèse initiale qui correspond à un premier mode, on va le voir, c'est le mode du participe présent, du participe passé de l'infinitif, ce que Guillaume appelle le mode quasi-nominal. Ensuite, vous avez un deuxième stade de la chronogénèse qui va correspondre au subjonctif. Et puis un troisième stade, le stade ultime, qui correspond à l'indicatif et où là seulement sont distingués passé, présent, futur. Alors, voilà, donc chaque étape de la chronogénèse correspond à un mode. Je rappelle donc quasi-nominal, chez Guillaume, ça regroupe les participes, les deux participes et l'infinitif. Le subjonctif est donc l'indicatif. Donc ça veut dire que le temps, au mode quasi-nominal, est dans un état, les époques sont dans un état de discrimination l'une l'autre quasiment nul. Il n'y a pas de temps à l'infinitif. Le temps est un tout indivis, un tout qui ne se sépare pas, qui ne se scinde pas en époque. Par exemple, si vous avez une indication sur une porte, frappez avant d'entrer, cette indication à l'infinitif, frappez avant d'entrer, on voit bien qu'elle n'appartient ni au passé, ni au présent, ni au futur. Elle appartient à n'importe quel moment. Elle est là. Il n'y a pas de discrimination du temps. Le verbe à l'infinitif est inscrit dans un temps global, voilà, ça existe, mais il n'y a pas de discrimination passé, présent, futur. Au subjonctif, on a, alors vous remarquerez qu'au quasi-nominal, là, on a 3 formes. Je sais pas moi, chanter, ER, chanter et, chantant, ANT. Au subjonctif, on n'a pas vraiment de temps non plus. Parce que même si la tradition grammaticale oppose le subjonctif présent au subjonctif imparfait ou au subjonctif passé, présent, passé sont des termes qui viennent de la tradition grammaticale mais qui ne renvoient pas du tout à l'époque présente ou à l'époque passée. Si vous dites « je voudrais qu'il vienne », est-ce que la venue est dans le présent, dans le passé, dans le futur? Alors peut-être un peu dans le futur, parce que c'est une volonté, mais c'est pas sûr que ça arrivera, donc ça n'est pas non plus. Donc c'est pas encore complètement dans le temps, mais dans la mesure où il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de montrer que il y a, en raison de l'apparition de la personne qui n'existe pas au mode quasi-nominal, et par ailleurs en raison de la distinction entre 2 orientations prospective et rétrospective du subjonctif, prospective correspondant plutôt au subjonctif présent et rétrospective au subjonctif imparfait. Donc on a ici un temps un peu plus développé, une certaine orientation du temps, disons, même si on n'a pas les époques. Et c'est seulement ici, à l'indicatif, que la discrimination des époques, que la distinction entre passé, présent et futur est entièrement acquise, puisque à l'indicatif, vous avez bien du présent, je mange, je suis en train de manger, bon. De l'imparfait, je mangeais, l'événement de manger est situé dans le passé, je mangerai au futur ou au conditionnel. Alors le conditionnel, il faudrait préciser, on parle du conditionnel, ce qu'on appelle parfois le conditionnel temps, mais disons, si on prend simplement le futur pour rester dans le cas le plus simple, le futur correspond bien à l'inscription du procès dans l'époque future. Donc il n'y a qu'à l'indicatif qu'on a une discrimination donc du temps des époques. Or vous voyez que parallèlement à cet accroissement de la précision, si l'on veut, de la discrimination des époques, c'est-à-dire la précision de la séparation entre un présent et un passé, un présent et un futur, ou entre un passé et un futur, le présent faisant office de zone intermédiaire entre les deux, eh bien, on a parallèlement un accroissement du nombre de formes. J'ai dit tout à l'heure, il y a 3 formes au mode quasi-nominal. Il y en a un peu plus au subjonctif, mais il y en a beaucoup plus à l'indicatif, puisqu'on a 5 temps, sans compter les temps composés,
Hein, on a déjà 5 temps, alors que là, on a juste subjonctif présent et imparfait. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus la chronogénèse est développée, quand on dit que la chronogénèse est développée, ça concerne que seulement le signifié. Hein. C'est le signifié de puissance qui est plus développé, plus avancé. Eh bien, il se trouve que le signifiant, lui aussi, est non pas plus avancé, mais comporte plus de formes. Donc, comporte également quelque chose qui ressemble à un développement plus important. Hein. Monsieur, oui. Pour le conditionnel, on va le mettre où? Le conditionnel, vous allez le voir dans un instant. Le conditionnel, il appartient donc au mode indicatif. Hein. Alors, avant de préciser l'indicatif, je précise qu'on a ici, avec cette théorie, enfin pour ceux d'entre vous qui allez peut-être passer des concours, ou la description par Guillaume du système des temps et des modes est vraiment une description pour le français qui est extrêmement commode, extrêmement pratique, qui permet de rendre compte de toutes sortes d'effets de sens des temps, aussi bien de l'indicatif que du mode quasi-nominal ou du mode subjonctif. Bon, ça, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est pas là mon objectif, mais pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner une référence bibliographique qui vous permettra d'acquérir assez vite les éléments qui vous permettent de répondre à n'importe quelle question, au CAPES ou à l'agrégation, sur les valeurs des temps des modes en français. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'au plan de la terminologie, on a quelque chose de très clair sur la différence entre les temps, les modes et les aspects. Ici, on n'a que 3 modes, il n'y en a pas 36 000 autres. Hein. Il y a 3 modes, point final. Il y a le mode quasi-nominal, le mode subjonctif, le mode indicatif. À l'intérieur de ces modes, on a des temps. D'accord ? Et puis l'aspect, c'est encore autre chose, c'est la durée interne du procès, qui se traduit notamment par l'opposition en français entre les formes simples et les formes composées. Hein. Je mange, j'ai mangé d'aspect accompli, je mange et non accompli. Bien. Donc on a aussi chez Guillaume, par rapport à toutes sortes d'autres modèles qui sont un peu confus sur la précision de ce qu'est un temps, de ce qu'est un mode, etc., on a chez Guillaume une idée extrêmement précise, hein, et qui est liée à la théorie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un mode, c'est quoi ? C'est une étape dans la chronogénèse. C'est un moment où la chronogénèse s'arrête. Bien, alors, pour l'indicatif, on a la structure suivante, on a les 5 temps de l'indicatif, je parle uniquement des temps simples ici, hein, puisque comme je l'ai suggéré tout à l'heure, mais là aussi, je n'ai pas le temps de développer, puisque ça nous prendrait ça nous prendrait trop de temps. L'indicatif contient 5 temps simples, le présent, le passé simple imparfait, le futur et le conditionnel. Donc le présent est le cœur du système. Il est composé de 2 chronotypes. Chronotypes, donc comme chronogénèse, et type TYPES, hein, 2 chronotypes, qui sont des sortes de particules de temps. Hein. Alpha est considéré comme étant une particule de présent, un tout petit morceau de présent, et oméga, un tout petit morceau de passé. Et donc le présent apparaît ici comme le point intermédiaire entre l'époque passée et l'époque future. En gros, le présent, c'est l'endroit où ce qui était futur se transforme en passé. Si vous voulez, si vous essayez de concevoir une seconde de votre futur, bah, une seconde après, ça devient le passé. Et ce moment où le futur devient du passé, le lieu où le futur se convertit en passé, c'est le présent, finalement. Et ce présent joue un double rôle séparateur. Il joue un rôle séparateur entre les époques, passé et futur, mais aussi entre 2 niveaux temporels, un niveau de non-accomplissement et un niveau d'accomplissement, si l'on veut. Donc, les deux couples de temps, passé simple, imparfait, futur conditionnel,
ils s'opposent entre eux par l'époque, passé simple imparfait sont de l'époque passée, futur conditionnel sont de l'époque future, et le passé simple et l'imparfait d'un côté, le futur et le conditionnel de l'autre, s'opposent entre eux pour d'autres raisons qu'on peut ramener à des raisons aspectuelles. Le passé simple est, disons, un temps prospectif, construit sur le chronotype alpha qui est dans le non-accomplissement, si vous voulez, et l'imparfait est un temps rétrospectif construit sur le chronotype oméga, c'est-à-dire où il y a de l'accompli. Et de même pour le futur et le conditionnel. Alors, évidemment, pour aller plus loin, il faudrait préciser que ce qu'on analyse ici, ce sont les emplois temporels de ces temps. Par exemple, l'imparfait, si je dis hier j'étais à Paris, bon, j'utilise bien un imparfait temporel. Mais vous savez très bien que tous les temps ont des valeurs modales. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'imparfait, si vous utilisez une conditionnelle, si j'étais riche, j'achèterais, évidemment que le j'étais dans j'étais riche ne correspond pas à du passé. C'est un emploi, là ce sont des mécanismes plus complexes, mais tous les emplois temporels peuvent être transformés en emplois modaux. Eh bien, c'est la même chose pour le conditionnel. Le conditionnel, c'est d'abord un emploi temporel, c'est un futur à partir du passé. Donc, le conditionnel qu'on a dans les hypothétiques, c'est un conditionnel modal, c'est différent. Et donc, c'est bien un futur. Alors, l'une des preuves pour Guillaume que l'indicatif possède bien cette structure-là, c'est, selon lui, la transparence de la morphologie, transparence qui est maximale, qui est très nette pour les verbes du premier groupe, les verbes en ER, comme chanter. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand on compare chantait à chanterait, passé simple et futur, on a à peu près la même chose, à ceci près qu'on a un morphème R qui va marquer l'époque future. Et puis quand on oppose le passé simple et l'imparfait, chanter AI, chanter AIS, on voit qu'on a la même opposition entre le futur et le conditionnel, chanterait AI, chanterait AIS. Ce qui, pour Guillaume, est un indice, ça n'est pas la preuve, mais c'est un indice de la légitimité de cette analyse. Le futur, le conditionnel est bien un temps du futur. Et d'ailleurs, maintenant, dans la terminologie grammaticale officielle, c'est-à-dire celle qui est recommandée par le ministère de l'Éducation nationale pour l'enseignement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, eh bien, dans les terminologies officielles, le conditionnel est toujours considéré comme un temps, entendu. C'est un futur à partir du passé. Alors, cette idée que la morphologie ici est transparente, vous voyez qu'elle est révélatrice de la structure profonde de l'indicatif, ça vous montre déjà qu'il y a quand même cette idée que la morphologie, ou que le signifiant, n'est pas tout à fait gratuit, qu'il modèle quand même la signification d'une certaine façon. Alors, si on veut avoir, mais là je ne veux pas, c'est un schéma un petit peu plus complet, si vous voulez, de l'ensemble de la chronogénèse du français. Donc, vous avez ici le premier stade qui est le mode quasi-nominal, donc qui est une sorte de, il dit de présent large, donc il n'y a pas de temps de toute façon. Donc voilà. Et la distinction entre infinitif, participe présent et participe passé, c'est là, on voit bien schématiser la distinction de l'aspect. Dans marcher ER, on n'a pas encore commencé, c'est l'idée de marcher, donc l'aspect est entièrement non accompli. Dans marchant, ou en marchant, etc., on voit qu'il y a une partie non accomplie et une partie d'accompli. Et dans marcher, comme j'ai marché, tout est du côté de l'accompli. Donc la différence entre les temps du mode quasi-nominal est une différence d'aspect.
c'est pas une différence temporelle. Hein. Donc quand on parle de temps du mode quasi-nominal, c'est pas... on devrait parler d'aspect en réalité. Bon. Ensuite, le présent resté large du subjonctif, hein, avec ces deux orientations, rétrospective pour l'imparfait, prospective pour le présent, et puis ensuite le présent plus étroit de l'indicatif, avec donc cette répartition, ce qu'il appelle prétérit défini, ici c'est ce qu'on appelle couramment le passé simple, hein, dans la grammaire usuelle, scolaire, etc. Imparfait, futur catégorique, c'est le futur tout court, futur simple, et futur hypothétique, c'est le conditionnel. Hein. Et vous retrouvez ici les niveaux alpha et oméga. Cette idée d'un présent plus ou moins étroit ou plus ou moins large, c'est en fait une idée qui est tout à fait intéressante, et là aussi, par exemple, pour analyser les valeurs du présent dans un texte, vous voyez, une question typique du CAPES ou de l'agrégation, hein, étudier les valeurs du présent dans ce texte, ou les temps indicatifs dans ce texte. Bon. Là, vous avez chez Guillaume une classification de tous les emplois du présent, depuis le plus étroit jusqu'au plus large. Le plus étroit, c'est le présent des verbes performatifs, hein, le président du tribunal qui dit la séance est ouverte. Au moment où il le profère, l'événement a lieu. Il n'y a pas d'épaisseur du tout. Et puis le présent le plus large, ça va être, par exemple, le bout à 100 degrés, le présent de vérité générale, hein, le présent gnomique, parfois également. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, on peut classer, en fonction de l'analyse des chronotypes alpha et oméga, on peut classer toutes les valeurs du présent. Donc c'est très commode et c'est pas très compliqué à apprendre et à retenir. Alors, un petit bilan sur ce qu'on a vu donc chez Guillaume. Vous aurez remarqué que chez Guillaume, le plan d'analyse qui est privilégié, c'est un plan psychique, mental, etc. On parle des opérations mentales. Donc c'est, au fond, de nombreux auteurs ont remarqué depuis longtemps que c'est le précurseur des linguistiques cognitives en réalité. Hein. Et donc on a vraiment cette idée que la linguistique, le linguiste, essaie de reconstruire les opérations mentales effectuées par les sujets parlants. Ensuite, ce plan psychique ou mental, en fait, il est constitué de quoi? D'un ensemble de représentations. Hein, et on a vu, notamment dans le schéma de l'intégrale langue-discours, que dans le modèle guillaumien, le plan des représentations est préalable à celui de l'expression. Alors, cela, il faut un tout petit peu il faut en avoir une vision pas trop, séquentielle. Hein. Il ne faut pas nécessairement que tous les processus de représentation soient achevés pour que l'expression commence. Si vous lisiez Moignet, par exemple, dans la systématique de la langue française, vous voyez que ce décalage, c'est-à-dire cette priorité des représentations, elle est, dans les processus, juste une priorité du déclenchement de processus. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer cette antériorité, hein, quand je dis que les représentations sont préalables à l'expression, au lieu de considérer cette antériorité de la façon suivante, c'est-à-dire en disant j'ai tout un processus de représentation, quand le processus de représentation est achevé, j'ai un processus d'expression qui va pouvoir se déclencher, eh bien, on peut avoir l'idée que les deux processus sont plus ou moins parallèles, à ceci près que le processus de déclenchement des représentations précède toujours un peu celui de l'expression. Bien, mais ça pourrait être discuté. Ensuite, on l'a bien vu, les représentations sont analysées d'un point de vue génétique, hein, c'est pour ça qu'on a chronogénèse, idéogénèse, morphogénèse. Ce mot genèse vise à rappeler que toujours on a des processus. Hein. On n'a pas un substantif, on a un processus de substantivation. On n'a pas un adjectif, on a un processus d'adjectivisation. On n'a pas un mot, on a un processus de construction du mot, etc. Et la description de ces représentations coïncide avec la description de leur construction. Ces mécanismes de construction, et c'est ça le coup de génie de la psychomécanique du langage, hein, de la linguistique guillaumienne, c'est de dire que, en fait, à partir du moment où on considère qu'il y a des représentations, eh bien ces représentations, elles doivent prendre du temps. Et si elles prennent du temps, eh bien on peut analyser les représentations à partir de leurs paramètres temporels. D'où ce schéma que Guillaume appelle celui de la linguistique de position, où en fait on a un processus qui va vers
que par, hein, par exemple le processus de la chronogénèse qui va vers la construction d'images du temps, et ce processus peut être interrompu tôt ou tard avec des propriétés qui correspondent à la nature en langue hein, de ce processus. Et enfin, les processus de construction des représentations sont représentés schématiquement. Alors ça, il y a aussi une justification théorique chez Guillaume qui place en quelque sorte la visibilisation comme étant une sorte de passage obligé de la représentation. Mais bon, ça, je n'insiste pas trop sur ce point. Alors, nous sommes donc maintenant en mesure d'analyser en détail cet article capital, je crois, de Gustave Guillaume, capital parce qu'à la fois il a marqué très fortement l'émergence d'une linguistique analogique d'origine guillaumienne, et d'autre part parce qu'il est un article extrêmement audacieux, assez fascinant, je trouve, dans l'histoire des idées linguistiques, qui n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur, à mon avis, dans son originalité et dans son génie, finalement, même si certains aspects peuvent être considérés comme un peu, disons, un peu trop subtils, pour être honnête, quoi. Enfin, je veux dire, parfois, vous verrez, l'analyse de Guillaume va tellement loin qu'on est au bord de l'arbitraire, que peut-être certains moments de son argumentation manquent de solidité, mais c'est l'argumentation elle-même et le schéma, la façon de traiter le problème qui va m'intéresser ici.